La belle Antiquité fut toujours vénérable, mais je ne crus jamais qu'elle fût adorable. Je vois les anciens s'en plier les genoux, ils sont grands, il est vrai, mais hommes comme nous, et l'on peut comparer sans craindre d'être injuste le siècle de Louis au beau siècle d'Auguste. Eh bien, je dois ce texte, Vincent, à un ami commun, Jean-Manuel Robineau. C'est en fait pas un texte de Jean-Manuel Robineau, mais c'est un texte de Charles Perrault qui est écrit à la fin du XVIIe siècle et qui montre très bien ce contexte de l'opposition entre les anciens et les modernes, ceux qui veulent perpétuer la tradition sans s'en détacher, et puis ceux qui veulent construire une modernité en mettant une distance critique avec l'Antiquité. Mais qu'on veuille s'en détacher ou qu'on veuille la suivre, l'Antiquité, et à partir d'un certain moment, tout particulièrement l'Antiquité grecque, mais on va dire l'Antiquité de manière générale, a toujours été un modèle d'inspiration. Le problème, c'est de pouvoir établir la différence, établir la distance. Et c'est vrai qu'à un moment où la connaissance de l'Antiquité diminue dans la population, et notamment chez les étudiants, parce que la connaissance des langues anciennes est en perte très, très nette, il est extrêmement important de revenir sur ce qu'était vraiment la démocratie grecque, notamment. Et j'ai l'habitude, les étudiants, certains d'entre vous en tout cas le savent, de faire un cours, et on ne s'en étonnera pas en Belgique, un cours à la Magritte, parce que quand j'enseigne la colonisation grecque, je dis ce n'est pas une colonisation. Quand j'enseigne la démocratie grecque, je dis c'est pas une démocratie. Et donc aujourd'hui, nous nous intéresserons à la démocratie grecque et à sa capacité à faire réfléchir. Parce que je pense que c'est ça qui est fondamental dans le travail d'historien, c'est de montrer en quoi des périodes de l'histoire ont entraîné une réflexion sur les sociétés contemporaines. Et pour nous en parler, il y a personne qui puisse le faire mieux que Vincent Azoulay, qui est professeur à l'EHESS, c'est-à-dire à l'École des hautes études en sciences sociales, à Paris. Grand établissement fondé par Braudel, donc quand même, c'est une référence assurément. Vincent est passé par l'école normale supérieure, actuellement ENS de Lyon, mais qui était Fontenay-Saint-Cloud avant. Et puis, il a fait sa thèse avec Pauline Schmitt-Pantel à l'université de Paris 1. C'est évidemment... en France, on va dire évidemment un agrégé d'histoire, donc école normale supérieure, agrégation d'histoire, voilà le parcours qu'il faut faire. Thèse fantastique sur Xénophon, qui a été soutenu, alors ça je dois me plonger dans mes notes, en 2002, et puis qui est paru très très vite, 2 ans plus tard, dans la série des publications de la Sorbonne, avec un titre un tout petit peu différent, je ne voudrais pas me tromper, mais Xénophon et les grâces du pouvoir, de la charis au charisme. Xénophon avait déjà intéressé Vincent Azoulay dans sa maîtrise d'histoire, je crois avec Christian Leroy, voilà, c'est l'archéologie, mais ça, moi, je suis habitué à aller déterrer les... Bon. Donc, il y a une tradition d'intérêt pour Xénophon et la cité. Et puis, il a été nommé maître de conférence dans 2 universités successives, l'université d'Artois et puis l'université de Paris-Est, Marne-la-Vallée. Et après la défense de son HDR, donc de son habilitation à diriger des recherches, il est rentré à l'EHESS. Le mémoire, il y a plusieurs parties dans l'HDR, mais le mémoire inédit était consacré
à un groupe extraordinaire qui est le groupe des tyrannicides ou tyrannoctones, mais enfin le terme choisi par Vincent Azoulay, c'est tyrannicides. Les tyrannicides d'Athènes, dans sa version publiée, Vie et mort de deux statues, qui est un livre tout à fait extraordinaire, publié en 2014 au Seuil, et qui raconte non seulement évidemment l'histoire d'une résistance à la tyrannie et d'un symbole très très fort pour l'Antiquité, mais pas seulement pour l'Antiquité, parce que ça se poursuit, mais aussi cette biographie d'un groupe statuaire. Parce qu'en matière de biographie, là aussi, il y a un intérêt extraordinaire de Vincent Azoulay, et sa biographie de Périclès, paru en 2010, réédité, je crois en 2015, dans une version élargie, traduite à Princeton University Press en anglais. Cette biographie de Périclès est un modèle du genre. Je conseille vraiment, à la fois aux étudiants, bien sûr, mais à tout le monde, de lire cette biographie de Périclès, parce que c'est bien plus qu'une biographie. D'abord, c'est une biographie et la réception qui s'étale du 15e au 21e siècle, la réception de la figure de Périclès, mais c'est aussi, à travers cette biographie de Périclès, la position d'un problème qui est majeur dans l'histoire de la Grèce, qui est la tension entre l'individu et la communauté. C'est Périclès qui est posé comme général militaire, stratège, face à la communauté des citoyens. Et c'est cette tension qui est tout à fait bien mise en évidence par Vincent Azoulay dans cette biographie de Périclès, qui a reçu, je pense, le prix du livre d'histoire du Sénat, ce qui n'est pas un hasard, sans doute, parce que la figure de Périclès et de ce pouvoir a pu jouer un rôle. Et je terminerai par un dernier, je pense que c'est le dernier en date, un dernier livre, parce que évidemment Vincent s'est intéressé à beaucoup de choses, mais dernièrement, en 2020, juste avant, je crois, ou juste au début de la crise Covid, c'est bien parce que ça nous a permis, ça nous a permis de lire beaucoup, et donc c'était très bienvenu. Je me souviens de ce livre au début de la crise du Covid, qu'il a écrit avec Paulin Ismar, autre très grand historien de la Grèce classique, auteur notamment d'un très beau livre sur les experts dans la cité grecque. Et il a écrit un livre sur l'Athènes de 403, c'est-à-dire en résumant très vite, la guerre civile qui surgit dans Athènes à l'issue de la défaite d'Athènes dans la guerre du Péloponnèse. Et il le fait, le sous-titre est « Une histoire chorale », parce que plutôt que de répartir la cité grecque dans ces grandes catégories, les citoyens ici, les étrangers, les métèques, les esclaves, les femmes, les hommes, etc., il décrit autour de 10 figures de ce moment de 403, il décrit en fait un certain nombre de communautés qui se reconfigurent et qui sortent un peu l'histoire grecque de son formalisme statutaire, je vais dire, et qui donnent une vision de la société et la sociologie athénienne et grecque de manière générale qui est extrêmement intéressante. La question étant, comment faire société ? C'est-à-dire comment une société, à un moment, peut en venir à se déchirer, à s'opposer, et puis finalement, parce que c'est ça le cours de l'histoire, en tout cas en 403, à se recomposer.
je ne sais pas s'il y a un lien avec l'expérience des Gilets jaunes à ce moment-là, mais en tout cas, il y a chez Vincent Azoulay toujours cette volonté de réfléchir sur l'histoire aussi à partir de problématiques qui se posent à nos sociétés, que ce soit l'opposition entre l'individu et la communauté, que ce soit la manière dont une communauté fait société. C'est vous dire que le titre de la conférence d'aujourd'hui tombe absolument non seulement dans la recherche de Vincent Azoulay, mais dans la manière dont il aborde l'histoire grecque et que, à titre personnel, je trouve absolument judicieuse, pertinente et certainement passionnante. Je lui cède donc la parole. Je vous remercie de votre présence et je le remercie très chaleureusement de nous avoir rejoints ce soir. Merci Vincent. Bien exagéré, mais vraiment merci beaucoup Didier, merci au Collège Belgique, à l'Académie Royale. C'est vraiment un grand honneur d'être ici et de pouvoir essayer de partager quelques idées autour de la démocratie athénienne et effectivement dans un va-et-vient entre antiquité et modernité. On parlera beaucoup de l'Antiquité, mais effectivement, je pense que cela a des conséquences encore pour aujourd'hui, puisqu'on ne cesse de se référer à une Athènes toujours mythifiée. C'est intéressant d'y aller voir, ne serait-ce que pour essayer de poser de façon peut-être un peu plus juste les problèmes qui sont encore devant nous. Et donc c'est autour de la question de la participation que j'aimerais intervenir aujourd'hui, parce que c'est effectivement l'un des nœuds autour desquels se fait la réflexion politique aujourd'hui. Et puis, je suis ici dans la patrie du vote obligatoire, donc on sera amené effectivement à en parler, de voir quelle notion de la démocratie cela engage. Et donc, je voudrais questionner un lieu commun assez peu discuté dans l'historiographie, la question de la participation à Athènes, ce cliché donc ayant des conséquences politiques encore aujourd'hui, et notamment le couple participation-absentéisme. Alors bien sûr, qui en Belgique est un petit peu décalé, mais qui en France est effectivement un questionnement lancinant, l'absentéisme grandissant d'élection en élection, y compris maintenant pour les élections présidentielles, et celle qui s'annonce ne va pas déroger à la règle. Et donc je voudrais travailler sur l'image courante d'une démocratie athénienne fondée sur la participation active de ses concitoyens, engagés comme un seul homme pour le bien de la communauté, parce que c'est souvent celle-là que l'on a tendance à développer. Et il est intéressant d'aller y voir plus près. Quand on lit la plupart des manuels, des livres de recherche, c'est entendu, la démocratie athénienne se caractérisait par un degré de participation inédit dans l'histoire. Et d'une certaine façon, alors, que je ne me trompe pas de sens, je ne vais pas en disconvenir, mais je vais essayer de déplacer quelque peu le questionnement. Alors, pour vous donner juste une idée de ce lieu commun sur la participation comme fait majeur de la démocratie athénienne, je prends ce livre, par ailleurs intéressant, de José Antonio Dabdab Trabulsi, qui écrit donc la participation était le fondement de la cité grecque et les participations massives le fondement de la cité démocratique. Et en particulier dans le cadre des institutions que sont l'Assemblée, les tribunaux, le Conseil, cette trilogie institutionnelle que l'on expose aux étudiants. Et donc souvent tiré au sort pour les magistratures. Et donc cette idée d'une participation massive, civique massive, au cœur de la démocratie athénienne, c'est cette évidence que je voudrais questionner, parce qu'il y va à la fois, il y a derrière un enjeu à la fois historiographique et politique, si on veut essayer de réformer nos démocraties représentatives fatiguées, selon certains à bout de souffle, et parfois en s'autorisant du modèle athénien. Alors, cette vision participative, modèle je vais dire parfois participatif, participationniste, pour caractériser cette façon d'envisager la démocratie athénienne,
elle peut s'autoriser d'une riche tradition philosophique. On peut, à titre d'exemple, partir de ce que les Athéniens de l'époque classique disaient, notamment du régime des Athéniens, et d'ailleurs pas seulement des Athéniens, parce que je vais parler d'Aristote, qui n'était pas athénien, mais qui venait de Stagir, mais la façon dont il se représentait le régime oni, c'est-à-dire la tyrannie. La tyrannie était vue comme précisément un type d'organisation politique décourageant la participation. Et ce que Aristote dit dans la politique, c'est que les tyrans parviennent à se maintenir au pouvoir en occupant leurs concitoyens par la guerre et par le travail. Par la pauvreté, c'est-à-dire par le travail. Il s'agit de les rendre askoloi. La skolai, c'est le loisir qui permet, en principe, de faire de la politique. Il s'agit de les priver de loisirs, de les rendre indisponibles à la participation civique. Politique 1313 à 40 pour ceux qui veulent s'y reporter. Et inversement, donc, on a l'idée que la démocratie inciterait tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions, à participer à la vie politique. Et l'on a beau jeu de citer, et on y reviendra, cette phrase extrêmement célèbre de l'oraison funèbre de Périclès, donc rapportée par Thucydide dans la guerre du Péloponnèse, donc en 431, à la fin de la première campagne de la guerre du Péloponnèse, Périclès est désigné pour prononcer l'éloge des morts. Et à travers l'éloge des morts, il fait l'éloge du régime politique qui a élevé les citoyens défunts que l'on célèbre. Et il y a cette phrase très souvent citée, nous sommes seuls à penser que celui qui ne participe en rien, metekonta, retenez le metekein, on va en parler à plusieurs reprises, celui qui ne participe en rien, alors sous-entendu aux affaires politiques, il vient d'en parler juste avant, au ta politica, est un individu non pas tranquille, apragmon, mais inutile, akreion. Donc on a cette idée qui traîne partout, que les régimes politiques se distribueraient sur une échelle de participation qui irait d'une participation nulle, voire faible pour les tyrannies et les oligarchies, à une participation massive dans le cas des démocraties. Et cette vision participative, elle a été relayée par les historiens, les philosophes, les politistes, les spécialistes de sciences politiques, encore aujourd'hui. Et parfois, donc, cette démocratie athénienne a été élevée au rang de modèle pour précisément revitaliser les démocraties représentatives minées par l'apathie. Bon. Alors ce modèle participatif, il est aussi ancien que la réflexion sur la cité grecque elle-même. Et elle commence dès Benjamin Constant. Alors on est même remonté un peu plus haut avec Charles Perrault, mais dans la querelle des anciens et des modernes, il ne s'agit pas de travailler historiquement sur la démocratie athénienne, il s'agit avant tout d'exalter Louis XIV, qui au départ se sert des anciens pour rehausser sa gloire, et qui, à partir de 1672, c'est-à-dire quand il vient ici, juge qu'il n'en a plus besoin, il devient le roi Soleil, il n'a plus besoin de l'Antiquité pour manifester toute sa gloire. Donc c'est pas une réflexion véritablement historique, celle-là, elle prend vraiment sa source au XIXe siècle, et il y a un texte fondateur, c'est celui de Benjamin Constant, qui va creuser la distance, mais de façon très différente de Charles Perrault, entre les anciens et les modernes. C'est cette célèbre conférence de 1819, de la liberté des anciens comparée à celle des modernes, avec l'idée que la participation continue et intense est le fondement même de la liberté des anciens et s'oppose à celle des modernes, en cela.
Donc, vous avez la citation devant vous, hein, mais l'exercice perpétuel des droits politiques, la discussion journalière des affaires de l'État, les dissensions, les conciliabules, tout le cortège et tout le mouvement des factions, agitation nécessaire, remplissage obligé, si j'ose employer ce terme, dans la vie des peuples libres de l'Antiquité qui auraient langui sans cette ressource, sous le poids d'une inaction douloureuse, n'offrirait que trouble et que fatigue aux nations modernes. Et il ajoute un peu plus loin, il résulte de ce que je viens d'exposer que nous ne pouvons plus jouir de la liberté des anciens qui se composait de la participation, hein, j'insiste, active et constante au pouvoir collectif. Donc c'est cette participation active et constante qui définit la vie politique des cités antiques d'après Benjamin Constant et qui vient creuser donc hein, comme un abîme infranchissable entre les anciens et nous, hein, un mouvement de mise à distance, et qui est repris un peu plus tard, dans le XIXe siècle, par Fustel de Coulanges. Je mets les prénoms parce que voilà, c'est Numa Denis, hein, vous voyez qu'il était prédisposé à faire de l'histoire ancienne, et notamment dans sa Cité antique, donc paru en 1864, hein, qui est un texte majeur, qui a en plus influencé toute la sociologie francophone, puisque Durkheim a été l'élève de Fustel de Coulanges à l'École normale supérieure, et s'est beaucoup inspiré de lui hein, pour cette conception holistique de la société hein, qui vient de la Cité antique. Et donc, dans la Cité antique, hein, livre 3, chapitre 18, hein, qui s'appelle « L'omnipotence de l'État ». C'est pas rien. Voilà ce qu'écrit Fustel. « L'État n'admettait pas qu'un homme fût indifférent à ses intérêts. Le philosophe, l'homme d'étude, n'avait pas le droit de vivre à part. C'était une obligation qu'il votât dans l'Assemblée et qu'il fût magistrat à son tour. Dans un temps où les discordes étaient fréquentes, la loi athénienne ne permettait pas aux citoyens de rester neutres. On va revenir sur cette idée. Absence de neutralité, notamment en cas de conflit politique, notamment de discorde, de guerre civile. Ils devaient combattre avec l'un ou avec l'autre parti, contre celui qui voulait demeurer à l'écart des factions et se montrer calme. Vous reconnaissez l'apragmone, hein, le citoyen tranquille, de Thucydide Périclès, la loi prononçait la peine de l'exil avec confiscation des biens. Et un petit peu plus loin, à Athènes, on pouvait mettre un homme en accusation et le condamner pour incivisme, c'est-à-dire pour défaut d'affection envers l'État. Donc en réalité, ici, hein, Fustel de Coulanges se réfère, en très bon connaisseur des sources antiques, à deux passages extrêmement sollicités et sur lesquels, alors, dont l'un que j'ai déjà présenté, sur lequel je vais revenir, l'oraison funèbre de Périclès, donc chez Thucydide, et puis ce qu'on appelle la loi de Solon. Je vais en parler aussi, cette loi qui stipule apparemment, on va y revenir, l'engagement forcé des citoyens dans un camp ou dans un autre en cas de guerre civile. On ne peut pas rester neutre. Du moins, c'est ce que l'on pense. On y reviendra. Donc ce modèle de la participation civique, hein, magnifié chez déjà chez Fustel, alors déploré plutôt chez Constant, hein, il va être mis en avant au XXe siècle et notamment après la Seconde Guerre mondiale. C'est celui qu'on va retrouver extrêmement actif, par exemple, chez Hannah Arendt ou chez Cornelius Castoriadis ou chez d'autres philosophes encore, hein, qui... en réalité, c'est notamment frappant chez Hannah Arendt, dans ce très grand livre hein, qui est La condition de l'homme moderne, où elle emprunte, Hannah Arendt, hein, ses idées, alors non pas directement à Fustel de Coulanges, mais plutôt à Jacob Burckhardt, donc l'historien bâlois, hein, suisse alémanique, qui est celui qui a mis en avant le concept de polis, hein, de ce qu'on traduit aujourd'hui par cité-État, hein, mais comme mode d'organisation intégrant le citoyen dans toutes ses dimensions, disons. Hein, c'est le héros de la Kulturgeschichte, de cette façon
d'appréhender la cité grecque qui a tant influencé Nietzsche, son exact contemporain et qui ami de Burckhardt, et professeur, et vous savez que c'est un philologue au départ, Nietzsche, spécialiste des Grecs, et au-delà, Heidegger, le maître, j'ai envie de dire diabolique de Hannah Arendt. Et donc on a chez Hannah Arendt l'idée qu'elle partage avec Burckhardt, avec Fustel de Coulanges, que le citoyen athénien, et là je la cite, était libre de tout travail et de toute occupation, et entièrement absorbé par la cité. Ça soit dans les conditions de l'homme moderne ou dans Qu'est-ce que la politique de Hannah Arendt, des textes très importants et encore extrêmement étudiés aujourd'hui. Alors cette conception de la citoyenneté, je dois avouer qu'elle est assez intimidante. Alors, je préfère celle d'Hannah Arendt à celle de Heidegger. Vous avez des Grecs qui gambadent dans la prairie de l'être, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de politique. Bon, je préfère de loin celle d'Hannah Arendt, mais elle n'en pose pas moins question avec cette idée de participation constante et continue des citoyens, et donc une conception intense, j'ai envie de dire effervescente, de la politique, comme engagement continu, perpétuel. Alors, il faut bien comprendre que ici, Hannah Arendt, elle réagit aussi par rapport à tout un contexte qui est celui de l'après-Seconde Guerre mondiale, d'un libéralisme économique qui, peu à peu, étend son emprise, et avec un mouvement de privatisation des sociétés occidentales et de développement de ce qu'on appelle l'apathie politique. Des démocraties représentatives qui prospèrent sur le désengagement de leurs citoyens. Et il y a toute une littérature, et notamment des politistes, qui, à cette époque, alors je vous donne l'un des plus célèbres, c'est un article du milieu des années 50 qui avait fait grand bruit à l'époque, qui prenait la défense de l'apathie comme l'une des vertus de ces sociétés avancées, opposé aux sociétés du rideau de fer avec justement l'omnipotence de l'État dont parlait Fustel de Coulanges. Et donc, notamment cet article de Maurice Jones qui dit qui fait l'éloge, vous l'avez devant vous, mais qui fait l'éloge de l'apathie comme une façon de résister à un État qui pourrait être omniprésent et dicter les conduites individuelles. A state which has cured apathy is likely to be a state in which too many people have fallen into the error of believing in the efficiency of political solutions for the problems of ordinary lives. Donc vraiment l'idée que l'apathie n'est pas qu'un défaut, mais une vertu de ces démocraties représentatives avancées. Et c'est par rapport à ce contre-modèle que des gens comme Castoriadis, comme Hannah Arendt réagissent également. Et tout ce modèle donc participatif, s'autorisant de l'Antiquité, en réalité, quand on va y voir de près, il se fonde sur quelques passages, très peu nombreux. En réalité, véritablement 3. Et on en a déjà parlé de 2. Donc on a déjà parlé de l'oraison funèbre. Je vous ai mis le grec, mais peu importe, je vais juste relire parce que le passage est important et que il ne cesse d'être sollicité. Donc c'est des monuments que je vous fais visiter. C'est pas des petites citations tirées dans les coins. C'est ceux qui sont sans cesse mis en avant. Et donc avec ce passage, et je prends un peu plus d'élan par rapport à ce que j'avais sélectionné tout à l'heure. Et si les mêmes personnes peuvent à la fois s'occuper de leurs affaires et de celles de la cité, il est possible à d'autres qui travaillent de délibérer convenablement sur les affaires publiques. Car seuls, nous considérons l'homme qui n'y prend aucune part, et j'insiste sur le « aucune », non pas comme tranquille, mais comme inutile.
Et j'aimerais revenir un peu sur ce qu'on peut dire effectivement sur ce passage, souvent sollicité pour dire vous voyez, les Athéniens participaient à la cité d'une façon inédite dans l'histoire. Alors d'abord, il faut quand même dire que c'est un discours piège. C'est un discours d'une haute teneur idéologique. Une oraison funèbre, on est là pour faire l'éloge de la cité et du régime, et on resserre les rangs, on est en guerre contre Sparte. Donc bon, déjà, il y a l'effet idéologie qui doit être pris en compte. Mais c'est tout de même bizarre, puisqu'on a là, quand on regarde, c'est un travail que j'ai fait, toute la littérature grecque de l'époque classique, c'est un unicum, un apax, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre texte qui critique la tranquillité des citoyens. C'est très étonnant. La tranquillité n'est jamais prise en mauvaise part. Être tranquille, être un citoyen tranquille, c'est quelqu'un qui évite les troubles, les tracas, les affaires, les procès, et c'est en général valorisé. Alors, c'est donc étonnant, mais peut-être parce qu'on comprend mal cette phrase, et qu'en réalité, on peut l'entendre autrement, en creusant l'écart entre tranquillité et inutilité. Je m'explique. Qu'est-ce que l'orateur critique, donc Périclès, ici à la tribune? Ceux qui ne prennent aucune part, meden metekanta, c'est vraiment aucune part, au fait de délibérer sur les affaires publiques, ta politica gnonai. Ici, ce que Périclès vise, c'est pas la tranquillité. C'est une forme de tranquillité radicale, c'est-à-dire le fait de s'abstenir de toute forme de participation. Alors que la tranquillité, la pragmosyné, donc c'est pas le fait de déserter totalement le terrain de la communauté, c'est juste de s'abstenir des tracas. Donc c'est pas ne pas aller à l'assemblée, c'est ne pas parler à l'assemblée à tout bout de champ. Ce n'est pas ne pas aller au tribunal, c'est ne pas intenter des procès à tort et à travers. Donc en réalité, ce qu'il faut entendre ici, je pense, c'est que ce que cible Périclès ici, ce ne sont pas les individus tranquilles. Ça, c'est une attitude légitime, en tout cas acceptable. C'est refuser les pragmata, donc les affaires. C'est ceux qui refusent toute participation et qui précisément ne font pas partie de cette catégorie. Ce ne sont pas des citoyens tranquilles, mais inutiles. Ceux qui refusent toute participation. Donc, ce que fait Périclès, c'est de discriminer différents degrés d'engagement dans la communauté en séparant le bon grain, les véritables citoyens tranquilles, et l'ivraie, les non-participants radicaux. Et là, ça devient tout à fait cohérent avec ce qu'on lit partout ailleurs dans la littérature grecque. Deuxième citation ultra sollicitée. Alors, ça c'est intéressant parce que... Enfin, c'est intéressant. Ça m'intéresse en tout cas. C'est également un passage qui ne cesse d'être évoqué, alors, et notamment dans tous les ouvrages sur le vote obligatoire. On commence toujours par les Grecs et on commence toujours par cette citation d'Aristophane, donc quelques vers qui parlent de la corde vermillonnée qui mène les Athéniens vers la Pnyx, vers le lieu de l'assemblée. Sous peine, peut-être, on va le voir, de sanctions. C'est l'ouverture d'une pièce jouée en 424, les Acarniens, d'Aristophane, qui a donc laissé croire qu'il y avait des sanctions ciblant les absentéistes, ceux qui ne se présentaient pas à l'ecclésia, à l'assemblée populaire. Et c'est une lecture qui garde une certaine influence parce que le monsieur institution grecque, celui qui est cité dès qu'on parle d'institution athénienne, c'est-à-dire Mogen Hansen, grand historien danois, croit à une forme de vote obligatoire et de sanction pour, s'autorisant de cette citation, de sanctions donc ciblant les citoyens qui ne se rendraient pas sur la Pnyx. Alors on se trouve au tout début de la pièce, vous voyez, c'est les vers 17-26.
On a le héros, Dicéopolis, la Dicée dans son nom, c'est-à-dire la justice, la cité juste, qui apparaît seul en scène. Il gémit, il déplore son isolement à l'Assemblée, qui est encore complètement vide. Eh bien, jamais encore, depuis que je vais au bain, le savon ne m'a mordu les yeux comme maintenant, où c'est l'Assemblée principale, c'est l'aube, et voici la Pnyx déserte. Et eux, sur l'agora, ils bavardent, et ça et là, ils fuient la corde couverte d'ocre. Les pritanes ne sont pas arrivés. Non, ils seront là, en retard. Et ensuite, ils vont se bousculer, tu m'étonnes, une fois ici, pour avoir le banc de devant. Ils vont se ruer en masse. Mais la paix, le moyen de l'avoir, on est en pleine guerre du Péloponnèse, aucune importance pour eux. Oh, cité, oh, cité. Bon. Et donc là, on serait, à partir de cet exemple, on aurait le témoignage d'un dispositif qui aurait obligé les citoyens à participer à l'ecclésia. Mieux encore, donc, ceux qui auraient été marqués par l'ocre de la corde vermillonnée qu'on faisait passer sur l'agora, donc sur la grande place publique de la cité, eh bien, auraient été frappés d'une sanction pécuniaire, d'une amende. Et pour le dire, Hansen, donc, et d'autres, s'autorisent d'un passage qui vient gloser ce vers dans la Souda, c'est-à-dire une encyclopédie byzantine. Mais vous voyez, la Souda, c'est 12e, 13e siècle après, donc voilà, qui vient commenter ce vers d'Aristophane. Et voilà ce que dit cette scolie. Donc, fuit la corde, donc ça fait référence à ce vers d'Aristophane. Donc, pour contraindre les Athéniens à aller à l'Assemblée, ils imaginèrent ceci parmi de nombreuses techniques. Ils déployaient les barrières d'osier et fermaient les routes qui ne menaient pas à l'Assemblée. Ils enlevaient toutes les marchandises des marches afin que les Athéniens n'y perdent pas leur temps. De plus, les embrassant dans une corde vermillonnée, ils les poussaient ensemble vers l'Assemblée. Ils faisaient cela pour qu'ils ne s'attardent pas. Ceux qui étaient marqués payaient une amende. Damian. Ou encore, comme les Athéniens se dirigeaient avec nonchalance vers leur réunion, 2 serviteurs avaient coutume, en tendant une corde vermillonnée, de conduire la foule à travers l'agora vers l'Assemblée, comme le dit Platon, le comique, pas le philosophe. Grand poète comique, fin du 5e. Alors ce témoignage tardif, qui est accepté par Hansen, il a été contesté dès l'époque de Wilamowitz, c'est-à-dire de la fin du 19e siècle. Posons l'alternative. Est-ce que cette corde vermillonnée, cette corde couverte d'ocre, est-ce qu'elle visait à marquer les citoyens récalcitrants pour pouvoir ensuite leur infliger une amende, ou bien servait-elle seulement à inciter les Athéniens à se rendre plus rapidement à l'ecclésia, pour ne pas être salis, donc se ruait vers l'ecclésia. Donc d'un côté, on aurait une obligation, dont la non-observation serait passible de sanctions. De l'autre, on aurait une simple incitation, qui fait un peu tâche, bien sûr, au sens propre, mais qui vise à assurer la ponctualité des assemblées. Et en réalité, la thèse de Hansen, mais partagée par d'autres, et qui, malgré tout, a une grande autorité encore aujourd'hui, elle me semble abracadabrantesque, pour dire les choses comme un ancien président de la République française. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, ce serait un comble que cette sanction ne concerne que ceux qui se trouvaient sur l'agora, alors que tous ceux qui sont restés tranquillement chez eux ne risqueraient rien. Et ça serait d'ailleurs une forte incitation à l'absentéisme. On risque d'avoir une amende, donc on ne va pas à l'agora ce jour-là. 40 fois par an, on peut s'arranger. Bon. Ensuite, d'ailleurs, ce serait une mesure hasardeuse, parce que sur l'agora, il y avait des citoyens et des non-citoyens. Donc, faire se ruer en masse des gens vers l'agora comme cela, c'est éventuellement faire entrer des non-citoyens à l'Assemblée. Et surtout, ce type de sanction pécuniaire, d'amende pour non-participation, alors c'est connu en Grèce, mais c'est connu pour un seul type de régime, les oligarchies. Et ça, c'est Aristote qui le dit très clairement dans un passage de sa politique. On observe vraiment, on a d'autres cas, l'oligarchie de 411, etc. Les seuls régimes à imposer des amendes
pour non-participation, c'est des oligarchies. Donc voilà ce que dit Aristote dans la politique. En certains endroits, il est accordé à tous ceux qui sont inscrits de siéger à l'Assemblée et au tribunal. Mais si, s'étant inscrits, ils ne siègent ni à l'Assemblée ni au tribunal, on les frappe de lourdes amendes, afin que par peur de l'amende, ils évitent de s'inscrire, et que n'étant pas inscrits, ils ne puissent siéger ni à l'Assemblée ni au tribunal. Démocratie apparente, oligarchie de fait, avec des gens qui précisément restent chez eux parce qu'ils risquent l'amende. Donc l'amende vise plutôt à dissuader de participer et non pas à encourager, l'implication. Alors, relisons attentivement le passage des Acarniens. Ce que déplore Dicéopolis ou Dicéopolis, ce n'est pas l'absence de tous ceux qui sont restés chez eux ou à travailler leur lopin de terre dans les champs. Son énervement, il vise non pas les absentéistes, au sens où nous l'entendrions aujourd'hui, mais les retardataires. C'est ça son problème. Ceux qui sont sur l'agora et bavardent, alors que des affaires cruciales, la paix, doivent être débattues à l'Assemblée. D'autant que c'est l'Assemblée principale, où toutes les affaires décisives sont discutées, et notamment la guerre et la paix. Et d'ailleurs, on le voit bien, les pritanes vont finir par arriver, et quand ils seront là, ils vont se disputer les meilleures places. D'ailleurs, on peut même affirmer l'inverse. En 424, à l'époque de la pièce, il n'y a jamais eu autant de participation à l'Assemblée. Pourquoi ? Parce que c'est un moment où Athènes est l'objet des ravages périodiques des troupes spartiates, ce qui fait que les Athéniens se réfugient dans les murs de leur ville, les Athéniens de la campagne. Et Aristote le dit bien dans la Constitution des Athéniens. Le véritable point de départ de la démocratie radicale, c'est ce moment-là où finalement tout le monde s'est retrouvé ensemble et où effectivement c'était beaucoup plus facile d'aller à l'Assemblée. Parce que quand on est à 40 km avec l'Hymette, l'Aïgaléos à franchir pour se rendre à l'Assemblée qui commence très tôt, comment on fait ? On va y revenir. Donc, dans cette perspective, où ce sont les retardataires et non pas les absentéistes qui sont visés, toute cette ouverture, en réalité, c'est peut-être une grosse blague. On peut y voir une allusion, ça a été tenté, je trouve ça assez séduisant, à l'assistance clairsemée devant laquelle les acteurs jouaient. Parce qu'on est au début de la pièce. Et on sait par d'autres témoignages que à l'Assemblée comme au théâtre. C'est-à-dire qu'au théâtre, il y avait plein de retardataires. Et donc il est possible qu'on ait là une sorte de jeu où il prend à partie les quelques pégreleux qui sont là effectivement pour voir le début de la pièce d'Aristophane, et en jouant sur la participation aussi retardée des citoyens à l'Assemblée, comme c'est le cas au moment où débute la pièce. Et donc, l'emploi de la corde couverte d'ocre, comment la comprendre alors ? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Une auquel je ne crois pas du tout, ce serait pour faire cesser le bruit sur l'agora qui gênerait les débats à l'Assemblée. Alors là, il suffit d'aller à Athènes pour voir où est l'apnix, où est l'agora. Il n'y a pas de question. Il faudrait vraiment qu'il y ait un bruit absolument énorme. Et dans les conditions acoustiques de l'apnix, c'est absolument impensable de penser qu'on entend quoi que ce soit de l'agora, même une agora extrêmement bruyante. Seconde hypothèse, moi j'y verrais plutôt une mesure d'incitation à la ponctualité. C'est bien ce que dit Aristophane. Et on en connaît d'autres. Le mistos, l'indemnité de participation à l'ecclésia. C'est d'abord une incitation à la ponctualité. C'est pas une mesure, j'ai pas le temps d'en parler, mais une mesure pour lutter contre l'absentéisme. Vous savez, à la fin du 5e siècle, justement, après la guerre civile, on va instaurer, pour l'Assemblée, on l'avait déjà fait pour les tribunaux populaires et pour le Conseil, mais il faut attendre 403 pour qu'on indemnise les citoyens de façon à ce qu'ils viennent à l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle le mistos. Bon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une lutte contre l'absentéisme, le mistos. C'est aussi une incitation à la ponctualité, c'est-à-dire que seuls les 6000 premiers citoyens le touchent.
En gros, ce qu'il s'agit, c'est d'avoir le quorum, parce qu'un certain nombre de mesures avaient lieu au début, et donc il ne s'agissait pas de poireauter infiniment pour qu'on ait enfin le quorum de 6000 citoyens pour prendre les mesures les plus importantes. Philippe Gautier l'a bien montré. Donc, lutte contre le retard, et non pas contre l'absentéisme. C'est comme ça qu'il faut entendre ce passage qui est souvent sollicité pour parler de cette participation obligatoire. Alors, il y a un dernier monument à déboulonner, mais il y en a que 3, donc rassurez-vous. C'est cette loi de Solon, dont on a déjà parlé, donc cette loi qui semble interdire la neutralité lors d'un conflit civil, d'une guerre civile au sein de la cité. Alors c'est un passage qui est vraiment aussi sollicité. Tous les livres, vous ouvrirez un livre sur le compulsory voting ou sur le vote obligatoire, vous trouverez la loi de Solon, toujours citée pour expliquer que ça remonte à la plus haute antiquité. Et donc on a cette loi de Solon qui semble dessiner un monde de haute intensité. Alors bon, je vais passer parce que vous donnez la citation de pseudo-Aristote ou Aristote, enfin c'est Aristote et ses élèves, la constitution des Athéniens, qui est ce pourquoi les étudiants souffrent sur les institutions athéniennes, c'est à cause de la constitution des Athéniens, qu'on a retrouvée en 1891. Bon, qui nous donne une foultitude de renseignements institutionnels, mais qui aussi raconte l'évolution diachronique des différents régimes politiques qui se succèdent, et notamment ce moment solonien avec cette loi donc semblant proscrire la neutralité et dessinant un monde politique de haute intensité, où il faudrait absolument s'engager et désigner l'ennemi, pour reprendre le vocabulaire inquiétant du juriste nazi Carl Schmitt, qui définit la politique par le fait de discriminer l'ami et l'ennemi. C'est ça la politique pour Carl Schmitt et pour toute une tradition movimentiste qu'on trouve à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Désigner l'ennemi. Et souvent s'autorisant de ce passage de la loi de Solon. Alors Alors Solon, c'est effectivement grand législateur donc du début du VIe siècle, qui à la fois va séparer les citoyens des non-citoyens, protection du corps des citoyens, et qui en même temps qu'il protège le corps des citoyens, notamment qui ne peuvent plus être réduits pour dette en esclavage, va leur donner, si on suit cette interprétation de la loi de Solon, de nouveaux devoirs. Il y a des droits, il y a des devoirs. Les moutons sont bien gardés. On est en territoire connu. Donc on a comme ça une incitation à participer qui est solidaire de cette nouvelle protection que reçoivent les citoyens dans cette Athènes du début du VIe siècle. Donc voyant que la cité était souvent divisée, donc c'est la stasis, Stasia Zoussan, et que par légèreté, certains citoyens s'en remettaient au hasard des événements, Solon porta contre eux une loi particulière. Celui qui, dans une guerre civile, ne prendra pas les armes avec un des partis sera frappé d'athymie et ne participera plus à la cité. Tes poleos me metekein. Vous retrouvez encore, metekonta, metekein, c'est toujours ce verbe crucial pour penser la participation. Et Plutarque glose cette citation quelques siècles plus tard, au IIe siècle après Jésus-Christ, en disant voilà, il y a cette loi surprenante de Solon, où est privé de leurs droits civiques celui qui, lors d'une sédition, ne se déclare pas pour l'un des partis. Apparemment, ça l'étonne vraiment, il voulait qu'on ne restât pas apathos, insensible, et indifférent à l'égard du bien public, et qu'après avoir mis ses intérêts en sûreté, on put se faire gloire de n'avoir aucune part aux souffrances et aux malheurs de sa patrie, mais que l'on se rangeât dès le début au parti le meilleur et le plus juste pour affronter le danger avec lui et se porter à son secours plutôt que d'attendre sans péril de voir où tournerait la victoire. Donc une loi qui aurait ainsi établi une obligation impérieuse pour tous les citoyens athéniens, prendre part, en cas de stasis, à la guerre civile, sous peine d'être exclus de la communauté. C'est lourd. Et l'interprétation traditionnelle, il voit une façon d'inciter les citoyens passifs, non militants, à des actions anticipatrices contre des tyrans potentiels.
Vous ne resterez pas chez vous, vous serez incité à aller lutter pour le régime politique que Solon vient de mettre en place. Et Nicole Leroux, une des grandes historiennes de la cité grecque et de la démocratie athénienne, tire une conclusion générale de ce passage d'Aristote puis de Plutarque, c'est que la neutralité politique n'existe pas en Grèce ancienne. Mais quelques remarques pour dégonfler un peu cette baudruche historiographique. Tout d'abord, cette loi reflète l'existence d'un problème sous-jacent. Il y avait des gens qui ne prenaient pas parti. Il a fallu légiférer. Bon. Ensuite, même ceux qui croient à l'origine solonienne, donc très ancienne, de cette loi, doutent de son application. Comment la faire appliquer? Comment on va faire? Il y a un corps d'archésites, mais ce n'est pas sous Solon. On va voir les gens, vérifier qu'ils s'engagent. Alors, on a pu, face à cette difficulté, ceux qui veulent sauver la loi de Solon disent c'est peut-être seulement les membres de l'aréopage, donc le tribunal le plus vénérable de la cité, qui auraient cette obligation d'engagement. Bon. Pourquoi pas? Pourquoi? Et surtout si elle a été un jour en vigueur, ce qui reste à voir. Cette loi a été rapidement abolie. Ça, on en est sûr. Parce que elle n'est pas reprise dans la démocratie du IVe siècle, qui pourtant se gargarise des lois de Solon. Au IVe siècle, il n'y a pas cette loi. Cette loi, elle n'est pas active. Alors pourquoi on le sait? On le sait parce qu'il y a des multiples neutres, des gens qui restent sur leur terre pendant les guerres civiles de 411 puis de 404. Les plaidoyers de Lysias en sont truffés. Et Lysias nous dit lui-même dans le Contre-Philon, justement un citoyen qui était resté tranquille, qu'une telle loi n'existait pas. Il dit « Il soutiendra, me dit-on », donc l'orateur anticipe sur le plaidoyer de l'adversaire, de façon tout à fait courante, dans les plaidoyers des orateurs attiques, que si c'était un délit d'être resté à l'écart dans ce moment critique, et il fait référence à la guerre civile de 404-403, ce délit serait visé par une loi expresse, comme le sont les autres. Et quand on lit la suite du discours, il n'y a pas de loi expresse. Et donc, Lysias, qui joue là le rôle de logographe, c'est-à-dire il écrit le plaidoyer pour quelqu'un d'autre, il doit trouver quand même le moyen de coincer celui qui est resté neutre. Mais il n'y a pas de loi. Donc cette loi de Solon, dont on se gargarise, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'était pas activée au moment où elle aurait dû l'être, c'est-à-dire à la fin du Ve siècle, lors des guerres civiles. Ça, ce n'est pas discuté. Mais peut-être que ce paradoxe n'en est pas un. Et là, je fais référence à un article relativement récent d'une savante hollandaise, Evelien van Voet, qui, au terme d'une étude philologique serrée, a montré qu'il fallait peut-être corriger le texte et que celui-ci aurait plus de sens. Et la façon dont elle le corrige, ceux qui sont vraiment intéressés peuvent aller voir cet article de Classical Quarterly, c'est qu'en fait, il y a tout un problème de double négation, et donc ce qui serait dit par cette loi, et qui serait déjà mal compris par Aristote au IVe siècle, c'est que celui qui, lors d'une guerre civile, ne dépose pas ses armes, et ça c'est quelque chose qu'on connaît, met eta opla, sans faire allégeance à l'un ou l'autre parti, qu'il soit privé de ses droits et qu'il n'ait plus part à la cité. Donc si on accepte la restitution de Van Voet, ce qui est puni, ce n'est pas la neutralité. Au contraire, ce qui est encouragé, c'est une façon de rester en dehors du conflit, mais dans une position de vigilance. Les armes à terre, prêts malgré tout à être prises. Bon. Et ce que n'aurait pas compris à plusieurs siècles de distance Aristote et Plutarque. Bon, même si on ne s'accorde pas sur une révision aussi drastique du texte. Dans tous les cas, on doit reconnaître la portée de la loi a été extrêmement limitée. Elle n'est pas appliquée au moment où elle aurait pu l'être, c'est-à-dire à la fin du Ve et du IVe siècle. Dernier petit monument, parce que c'est une citation également extrêmement sollicitée, c'est un témoignage épigraphique, donc une inscription, qui vient d'une petite cité de Sicile, qui s'appelle Naconais,
Nicole Leroux a notamment écrit un magnifique article sur cette inscription qui évoque, on est au IIIe siècle, au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans une cité, mais dans une cité qui se dit démocratique et qui a connu une guerre civile, donc une stasis. Et on a dans ce décret, alors dont je vous donne, il n'y a pas de bonne traduction française, j'ai mis la traduction anglaise, mais vous pouvez me croire sur parole tout en la lisant. Elle est souvent utilisée, donc cette inscription, pour là encore montrer la centralité de la guerre civile et la façon dont on refait communauté après la discorde. Et donc, ça fait partie de ces textes qu'on sollicite pour dire, vous voyez, la guerre civile, c'est un mal endémique des cités grecques, et on voit bien comment les citoyens sont sans arrêt en train de se battre les uns contre les autres, effectivement, dans un monde politique dont on a une vision de haute intensité. Et le décret, il est extraordinaire parce qu'il montre tous les efforts déployés par la cité cette petite cité de Naconais pour raccorder les morceaux. Alors, comment ça se passe ? Chaque camp, donc il y a 2 camps ennemis, c'est chargé d'établir une liste de 30 citoyens ennemis. Donc, désigne les 30 citoyens les plus impliqués de l'autre côté. Chacun fait sa liste de 30 personnes. Et après, on crée des groupes de 5 frères, adelphoi, aeretoi, des frères d'élection, où on va rassembler à chaque fois 2 anciens ennemis et 3 autres citoyens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces 3 autres citoyens. C'est-à-dire qu'on met sans arrêt en avant, quand on cite ce décret, le fait, vous voyez, se disputent atrocement, un monde politique déchiré, un dispositif extrêmement ingénieux pour refaire communauté, avec des ennemis qui sont comme ça rassemblés dans des groupes affrérés, de fraternité créée et artificielle. Mais ce qu'on oublie en général, moi en tout cas je ne l'ai jamais vu mis en avant, c'est que il y a un fait massif, c'est que dans ces groupes ne comptaient qu'une minorité d'anciens séditieux, d'anciens participants actifs à la guerre civile. Et c'est donc bien que la stasis, la guerre civile, n'avait pas impliqué tous les citoyens de Naconais. En tout cas, que nombre d'entre eux n'étaient pas repérables comme faisant partie d'un camp ou de l'autre. Bon. Alors, à partir de là, on pourrait tordre le bâton dans l'autre sens. Je vous proposer une synthèse finale, et beaucoup plus rapidement, mais j'avais déjà pas mal à déconstruire. On pourrait donc, en changeant radicalement d'optique, développer un modèle apathique de la démocratie athénienne. Alors, à mon sens, c'est une façon également erronée de poser le problème. Mais allons-y, parce que c'est facile à faire, en réalité. Et on peut commencer avec la taille de la Pnyx. Pnyx 1, de son petit nom, donc celle, en gros, qui est active entre 460 et 404, durant le 5e siècle, disons, on va dire, c'est 6000 citoyens et bien serrés, comme des sardines. Et Pnyx 2, donc vous voyez, un changement d'orientation, gros soutènement, c'est 8000 citoyens, donc celle du 4e siècle. Et vous, quand vous allez à Athènes, vous êtes sur Pnyx 3, donc la façon dont elle a été refaite, alors à la fois à l'époque de Lycurgue, puis ensuite à l'époque impériale. Bon. Mais dans tous les cas, jamais plus de 8000 citoyens. De toute façon, les conditions acoustiques fait qu'on ne pourrait pas entendre. Déjà, ça devait être extrêmement compliqué pour entendre, sans micro, en plein air, avec parfois du vent. Enfin, toujours est-il que, voilà, pas plus de 6 à 8000 citoyens. Or, il y a combien de citoyens à Athènes ? Au milieu du 5e siècle, entre 50 et 60 000. Ou à la fin du IVe siècle, lorsqu'on a le recensement de Démétrios de Phalère, 21 000. Donc dans tous les cas, on a entre 10% et 30% des citoyens qui peuvent être là en même temps lors d'une assemblée. Et on peut faire quelque chose d'assez, à mon sens, malhonnête. Les statistiques, c'est la forme scientifique du mensonge. C'est Mark Twain qui faisait dire à Disraeli, je connais 3 formes de mensonge, le mensonge, le gros mensonge, les statistiques. Bon, donc allons-y.
En fait, bien sûr, ces 10 à 30%, ça représente qu'une fraction en plus, puisqu'il y a tous les non-citoyens de la population de l'Attique. Donc sur la population de l'Attique, il n'y a que entre 1,5 et 3% de la population qui participe. Mais allons-y encore, ceux qui montent à la tribune, qui ne sont pas simplement assis sur leur derrière, comme dit Aristophane, à encaguer les discours. C'est peut-être 1% des citoyens. Alors donc ça fait que les citoyens vraiment actifs, c'est 0,1% de la communauté à Athènes. Elle est belle, la participation démocratique. Bon. Et de fait, Démosthène, dans le Contrant de Rhotion, il dit, à propos de ceux qui prennent la parole, il fait référence à une loi de Solon, encore Solon, que le droit de la parole, les prostituées masculins, ils ne l'avaient pas. Ils souillent leur bouche, ils n'ont pas le droit de prononcer des mots devant l'Assemblée, devant les autres Athéniens. Ce droit de parole, Solon voyait que la plupart d'entre vous n'en eussent pas. Il n'y avait donc pas là, à ses yeux, une interdiction grave dans le fait d'enlever le droit de parole, cette fameuse iségoria, aux orateurs. Donc, vous voyez, on a comme ça une idée que cette iségoria, cet accès égal de tous à la parole publique est largement une fiction. Et donc de cette participation différenciée, on peut soit s'en réjouir, soit la déplorer. On a par exemple un collectif assez récent en Allemagne, donc Grenzenpolitischer Participation im klassischen Griechenland, donc un collectif qui tend à montrer que la stabilité sociopolitique athénienne de la démocratie serait liée précisément à la faible participation des citoyens. Donc non pas à la participation, mais à son absence. Manipulation stratégique et contrôle attentif de la participation populaire seraient les deux mamelles de la stabilité politique athénienne. Alors souvent, au lieu de s'en féliciter, comme ce collectif d'historiens, on la déplore, et on la déplore à la suite des orateurs attiques, et notamment de Démosthène et de ce passage du Sur la couronne, 330, on est après la défaite à Chéronée contre Philippe de Macédoine, et on a là énoncé le modèle du déclin de la cité grecque au IVe siècle, sur lequel on est totalement revenu, mais qui est en réalité du Démosthène dans le texte. Les cités étaient malades. Les hommes politiques, les hommes en situation d'agir se faisaient payer, se laissaient corrompre par l'argent, Philippe de Macédoine. La foule des simples particuliers, ou bien ne prévoyait rien, ou bien se laissait prendre à l'appât de la facilité et des loisirs journaliers. Donc une minorité d'Athéniens surimpliqués et corrompus, Échine en tête, c'est l'affrontement entre Échine et Démosthène, et puis la masse des simples citoyens, des idiotailles, repliés sur les plaisirs et le loisir. Donc stigmatisation de la passivité populaire, modèle de la décadence de la cité au IVe siècle, qui est énoncé ici et qui a été repris pendant jusqu'à il y a une quarantaine d'années. Ça fait une quarantaine d'années qu'on en est revenu de ce supposé déclin de la cité grecque au IVe siècle. En réalité, j'avance parce que dans 10 minutes, je vous promets de finir, ce modèle apathique, il pose tout autant de problèmes que le modèle participatif. Parce que, donc, je vous l'ai dit, les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut. C'est le dispositif en entonnoir que j'ai présenté, il est tout à fait discutable, scientifiquement et politiquement. D'abord parce que ce rapport entre population civique et population réellement présente, c'est une pure vue de l'esprit. C'est jamais comme ça que les Athéniens se posent la question. En réalité, pour eux, ceux qui sont à l'Assemblée, c'est le corps civique. On en a un très bel exemple au moment des guerres médiques, au moment de la révolte d'Ionie, donc avant les guerres médiques, lorsque Aristogaras de Milet essaye de recruter les Athéniens et les Spartiates dans la révolte contre les Perses. Et on a ce passage où Hérodote écrit que Aristagoras ne réussit pas à tromper Cléomène de Sparte, qui était tout seul, donc le roi de Sparte, qui dit qui reçoit le tyran de Milet, Aristagoras, qui lui dit mais viens avec nous pour faire la guerre contre les Perses. Et là, Cléomène lui dit c'est à combien de journées de la mer qu'il s'agit
lui disant qu'on va s'éloigner de la mer. Cléomène le renvoie chez lui. Alors que les Athéniens, eux, vont participer, même s'ils vont assez vite les laisser en plan. Hein. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il parvint à convaincre 30 000 Athéniens. Et bien évidemment, il n'y avait pas 30 000 Athéniens à l'Assemblée où les choses ont été discutées. Mais voilà, c'est la fiction. Un chiffre conventionnel qui exprime la cité dans sa totalité et qui n'est jamais vu comme un problème. Le fait que les assemblées soient peu fréquentées n'est jamais vu comme un problème. Alors on pourrait aussi dire que la participation à l'assemblée, même limitée à 6 000 citoyens, c'est inédit dans l'histoire. On peut aussi dire que l'hyperparticipation, le fait de prendre la parole à l'Assemblée, c'était pas réservé à une toute petite clique, ce que l'étude des décrets, on a environ 600 décrets pour tout le IVe siècle, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment jamais un proposant de décret ou de loi qui revient. C'est à chaque fois d'autres citoyens qui proposent des décrets et des lois. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain turnover dans la prise de parole. On pourrait dire aussi que ces masses apathiques du IVe siècle dont parle Démosthène, elles sont tout autant critiquées au Ve siècle. Aristophane ne cesse de critiquer les Athéniens pour leur passivité. Donc si passivité il y a, elle est aussi vieille que la démocratie elle-même. Il n'y a jamais eu de paradis ni participatif, ni apathique. Parce qu'en réalité, les masses sont loin d'être apathiques ni au 5e ni au 4e siècle. On en parle souvent de l'apathie des masses populaires, mais c'est pour les faire réagir. Aristophane, il cherche à faire réagir les Athéniens. Démosthène, il cherche à faire réagir le jury pour obtenir la condamnation d'Échine. Donc on n'a pas, en réalité, il ne faut pas se laisser piéger. Et mieux encore, j'ai envie de dire que ces deux modèles, ils se nourrissent l'un l'autre, le modèle participatif et le modèle apathique. La définition participative, elle alimente la vision décliniste. Pourquoi ? Parce qu'au regard de la définition extrêmement exigeante de l'oraison funèbre, de la loi de Solon, les Athéniens, ils sont décevants. Mais qui ne le serait pas ? Évidemment que les Athéniens réels, ils ne vivaient pas comme ça, tout entiers, engagés pour le bien de leur communauté à chaque instant. Personne ne pourrait vivre ainsi, selon des standards participatifs aussi élevés. Et donc, dans un tel cadre conceptuel, quand on pense comme ça, participation, absentéisme, toute participation en demi-teinte, tout manquement, devient une déchéance. Et c'est le thème de la décadence qui apparaît. Je dirais même plus, après y avoir pas mal travaillé, cette vision ultra-participative, en réalité, elle existe en Grèce. Mais elle existe que pour un type de régime, c'est l'oligarchie. Il n'y a que l'oligarchie qui exige de ses citoyens une participation extrêmement intense pour maintenir le reste de la communauté dans l'apathie. Et c'est pour ça qu'il y a des amendes, pour obliger le petit groupe à effectivement être hyper impliqué, tandis que tout le reste de la population doit être laissé sur son quant à soi. Alors, pour conclure, je pense qu'il faut essayer de penser différemment la participation. Donc, le métékein, c'est le verbe qui est employé sans arrêt par les Athéniens pour parler de la participation. Alors, c'est un débat en cours dont je donne quelques éléments, qui a été repris par Josine Bloch dans ce livre important de 2017, Citizenship in Classical Athens, qui a été discuté et débattu notamment par Pierre Fröhlich dans un article important des cahiers Glotz, et auquel a répondu l'une des personnes prises à partie par Pierre, c'est-à-dire Violaine Sébillotte. Donc c'est des gens qui sont à la Sorbonne, même si Pierre maintenant est à l'université de Bordeaux, qui se disputent sur la conception de la citoyenneté. En gros, le débat, c'est est-ce que la citoyenneté, c'est la participation aux institutions, c'est-à-dire Aristote. Le citoyen, c'est celui qui participe à la crisis et à l'arché, c'est-à-dire au pouvoir judiciaire, aux magistratures, ou est-ce que la participation, ça va bien au-delà des institutions ? Et c'est tout ce qui concerne la participation à la cité, et notamment les rituels, les activités collectives. C'est ça le fond du débat.
Donc, la participation aristotélicienne, c'est le livre 3 de la politique d'Aristote. Hein. Le citoyen, alors ça s'opère par une série de réductions. Hein. Comment définir le citoyen? C'est celui qui, à part à la faculté, donc c'est koinonein, c'est pas metekein, mais c'est la même chose pour le coup, à la faculté de participer au pouvoir délibératif et judiciaire. Hein. Nous disons dès lors qu'il est citoyen. Donc voilà, ça c'est le modèle, on va dire, institutionnaliste de la citoyenneté. Et puis, vous avez un autre modèle, donc celui mis en avant par Josine Bloch, donc qu'on pourrait qualifier de démosthénien parce qu'elle se fonde notamment sur le contre-Boulides, alors qui discute de... Boulides, il a été exclu de la citoyenneté. Et donc, tout son effort, c'est de justifier le fait qu'en réalité, il est malgré tout citoyen. Et pour dire qu'il est citoyen, il dit qu'il participe au koina, aux choses communes, et au hiera, aux choses sacrées. Hein? Donc, participer au culte et aux choses communes, ça, c'est ce qui définit la communauté dans cette conception beaucoup plus élargie du metekein. Alors, c'est un débat qui vient de loin, hein, entre citoyenneté institutionnelle, citoyenneté beaucoup plus large, fondée aussi sur toute une série de pratiques, puisque pendant très longtemps, cette démocratie masculine, elle a été pensée sur le prisme des institutions, et notamment de la question du vote. Alors, vous avez mis un tout petit peu de Victor Hugo, où le citoyen s'identifie au vote. Ce qu'on peut appeler une conception votocentriste ou votocentrique de la citoyenneté. La participation, c'est la participation aux institutions et au vote, dans le cadre de la lutte pour le suffrage universel. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on en est revenu, parce qu'on est dans un moment d'affaissement de la démocratie d'élection. Là, je reprends les termes de Pierre Rosanvallon, et de montée de la démocratie, de ce que Rosanvallon appelle la démocratie d'expression, d'implication ou d'intervention. Donc d'autres types d'engagement dans la vie de la communauté. Et donc on a un grand mouvement, mais qui excède bien sûr l'histoire grecque, qui tend à décentrer la citoyenneté de la question du vote et plus généralement des institutions politiques. C'est tout le thème des citoyennetés ordinaires qui a été développé par les anthropologues et les sociologues, comme par exemple Catherine Neveu ou Marion Carrel. Je vais donner quelques références sur cette ethnographie fine de la citoyenneté qui vient l'élargir grandement. Alors, l'enjeu est important, vraiment presque fini, car... c'est véritablement, il en va de notre propre conception de la citoyenneté. Et il me semble, je n'ai pas le temps de vraiment le développer, mais que la spécificité de l'engagement démocratique à Athènes, mais ça devrait peut-être l'être aussi aujourd'hui, c'est en réalité d'articuler différents types de participation et différents niveaux d'engagement. Différents types de participation tout d'abord. Et ici, je m'inspire des travaux de la philosophe, pragmatiste, Joël Zask, qui a insisté sur la plurivocité du verbe participer. Participer, c'est à la fois prendre part, de façon intransitive, on participe à un rituel, on va à l'assemblée, sans qu'on fasse forcément grand-chose d'actif. C'est aussi recevoir une part, davantage matérielle ou immatérielle, une distribution, une part de sacrifice, de l'argent, même une protection juridique. Vous recevez quelque chose de la communauté. Et puis c'est aussi apporter une part, contribuer activement, prendre la parole à l'Assemblée, lancer une action au tribunal, aller à la guerre. Donc différents types de participation qui doivent être articulés et différents niveaux d'engagement. Parce que ce qui est intéressant aussi, je cite mon copain Paulin Ismar, dont Didier a parlé. Ce qui est frappant à Athènes, c'est la vitalité associative qui caractérise la communauté. Une vie religieuse extrêmement intense, à la fois au niveau central et dans les dèmes, une sorte de petite communauté infracivique, puis une vie politique tout aussi profuse qui se déroule au niveau du centre et aussi au niveau des dèmes. Et ce qu'on peut se demander, c'est cette trame serrée d'engagement, qui peuvent être concurrents ou complémentaires, n'est pas une spécificité proprement démocratique. C'est-à-dire qu'il y a en réalité
une participation extrêmement intense, mais qui ne se concentre pas sur les seules institutions politiques, mais qui vaut à différentes échelles et de différentes manières. Et c'est là peut-être une spécificité de la démocratie athénienne. Et qui entraîne des formes d'absentéisme structurelles. Et c'est pas grave. On ne peut pas être tout le temps à l'Assemblée parce qu'on doit aller aussi au DEM, assurer le calendrier rituel, etc. Et on va aller à l'Assemblée quand on doit aller aussi à l'Agora ou qu'il y a une fête religieuse en même temps. C'est pas grave que l'Assemblée ne soit pas pleine. À partir du moment, et là je m'arrête vraiment, c'est juste pour dire que voilà, faut pas se tromper de combat quand on parle de ce dont on va s'inspirer des Grecs. À partir du moment où on lutte contre le monopole du pouvoir par une petite clique, c'est tous les phénomènes, alors le tirage au sort n'étant que la partie émergée de l'iceberg, on fait circuler le pouvoir de façon à ce qu'il n'y ait pas l'accumulation de celui-ci et ce qu'on pourrait appeler la capture oligarchique du pouvoir, et à partir du moment où on contrôle ceux à qui on délègue la moindre autorité. Et un contrôle d'une férocité dont vous n'avez pas idée. Des punitions, des sanctions qui sont des peines d'exil, d'amende, et qui permettent de tenir l'élite. Donc, quand on a... Et là, ça devient désagréable. Hein. L'ostracisme, dont on vous rebat les oreilles, étant la peine la plus douce qui soit. Hein. Et elle disparaît en 417, elle n'est plus utilisée, non pas parce qu'elle était trop dure, mais parce qu'elle était trop douce. Et que c'est Leis Angeli, l'accusation de haute trahison, et la Graphe Paranomon qui prennent le relais, l'action en illégalité, qui entraîne, là, pour le coup, déchéance de la citoyenneté, condamnation à mort. Donc, on peut s'inspirer de la démocratie athénienne, mais voilà. Encore faut-il essayer de ne pas forcément placer le projecteur là où on le fait d'habitude. Donc la question de la participation. Et oui, il y avait une participation inédite dans l'histoire, mais ce n'était pas un but en soi, c'est une conséquence du système. Et ce qui était véritablement le vif du phénomène démocratique, en tout cas à mon sens, c'est d'une part donc, cette lutte contre le monopole du pouvoir par une petite clique et le contrôle des élites féroce, contrebalancé par des honneurs. Des honneurs, toute une série d'avantages, y compris la corruption, tout à fait acceptée à partir du moment où elle bénéficie à la cité, qui fonctionnent ensemble. Mais ça serait le sujet d'une autre conférence. Je vous remercie.